Euh, Par ailleurs, cher professeur, il me semble que je ne vous ai jamais vraiment remercié euh, pour avoir totalement subverti mes plans de carrière. Quand on s'est rencontrés il y a maintenant 20 ans, je suis vieux en fait, ma seule ambition dans la vie était de faire des études d'économie, de travailler à la bourse de New York, de devenir immensément riche, de prendre ma retraite à 30 ans, puis de venir enseigner à la fac n'importe quoi, mais en Jaguar. Il a suffi d'une après-midi pour que vous me convainquiez de venir faire de la philosophie, ce qui avait pour conséquence logique une renonciation à mes rêves de fortune boursière. Je vous remercie donc de m'avoir fait renoncer à ma Jaguar. Bon, si vous en avez une, je la prends quand même. Bon. Bref, le titre de ma présentation est « Que reste-t-il des mathématiques chez Bachir ?» Et ça vient de quelque chose qui m'a longtemps taraudé en fait. Et je lui ai souvent posé la question, pourquoi n'écrit-il pas plus souvent en philosophie des mathématiques et de la logique? Si je ne m'abuse, sur les 10 dernières années, il n'y a vraiment que 2 de ces articles qui parlent de ces sujets-là. Et de toute évidence, c'est un domaine où il est compétent. Son expertise sur Boole n'est pas dépassée. Et contrairement, bon, peut-être que Shahid Rahman ne sera pas d'accord, plus que pertinente en ces âges d'intelligence artificielle et d'informatique invasive. Pourquoi donc Bachir n'en parle quasiment plus? Il n'y a que très récemment, en fait, il y a, je pense, 1 ou 2 ans, que j'ai commencé à comprendre. Cette question a cessé de m'intriguer parce que je crois avoir trouvé la réponse. Et cette réponse est en 2 parties. La première est que fondamentalement, Bachir est un philosophe. Ce n'est pas un logicien, en fait. Ce n'est ni un logicien, ni même un philosophe de la logique, à vrai dire. Il a fait des maths, il a fait de la logique et tout ça. Il serait capable d'en faire, mais ce n'est pas un logicien. C'est un philosophe. Et ça signifie que la logique, comme toutes les autres disciplines non philosophiques, ne l'intéresse qu'en tant que prétexte à philosopher, à poser la question anthropologique dont Kant pense qu'elle est la question philosophique par excellence. La philosophie est une discipline cannibale, en fait. Nous mangeons des choses pour essayer de comprendre ce qu'elles ont. La seconde raison, qui est celle que je vais quelque peu développer aujourd'hui, est que la pensée de Bachir, telle qu'elle s'exprime dans ses livres, me semble-t-il, au bout d'un certain moment, est de part en part tributaire d'une connaissance très fine des mathématiques et qu'on pourrait même soutenir qu'elle est totalement mathématique. J'aimerais soutenir que les différentes thèses que défend Bachir depuis ses premiers écrits sur le droit transculturel de juger jusqu'à ses écrits actuels sur la traduction s'éclairent mieux quand on utilise la théorie mathématique des modèles comme outil heuristique. Je ne suis pas Shahid Rahman, je ne vais pas vous prouver un théorème, et de toute manière, en 15 minutes, je pense que je ne pourrai rien dire d'intelligible sur le plan purement mathématique. J'ai donc essayé de donner rapidement la structure de mon raisonnement, quitte à ce qu'on y revienne dans la discussion. L'une des choses, en fait, qui pose problème chez Bachir, souvent qui pose problème à beaucoup de gens, c'est qu'il semble à l'aise pour soutenir des positions qui sont en apparence contradictoires. Par exemple, Bachir est-il un mystique? Assurément. Il ne l'a d'ailleurs jamais nié. C'est un musulman soufi, il n'a jamais eu de crise de foi, et est probablement tout autant un mohadam de la Tijaniya que l'était son père, et que le seront ses fils, ou au moins l'un de ses fils. Tout comme ce dernier, Bachir est cependant un rationaliste forcené, dont le modèle en islam est Muhammad Iqbal. Tout comme ce dernier, il pense que l'essence du soufisme ne réside pas dans la dilution du moi, mais dans le fait de se forger un être qui soit digne de contempler la face de Dieu, en quelque sorte, et en quelque sorte de lui tenir tête. Comment peut-on en même temps se prétendre soufi et croyant et ne pas croire à la prédestination, voire vouloir tenir tête à Dieu? C'est là un premier paradoxe bachirien que Fielding, je crois, a souligné d'ailleurs un peu avant-hier. Bachir est-il un universaliste ou un relativiste?
Si l'on accepte que le relativisme est la thèse selon laquelle toute énonciation d'une vérité est dépendante et ne fait sens qu'à l'intérieur d'un contexte bien déterminé, alors il semble bien que par moments, voire souvent, Bachir est relativiste. Après tout, ne s'inscrit-il pas dans la lignée des post-colonial studies et n'affirme-t-il pas tranquillement la fin de l'hégémonie intellectuelle et de l'universalisme occidental? Jean-Loup Amsel, qui avait été très vexé d'ailleurs, dans l'Occident décroché, fait de Bachir le porte-flambeau d'une nouvelle forme d'afrocentrisme. L'afrocentrisme islamisé, qui remplacerait l'universalisme de bon aloi qu'approuve Amsel. Bizarrement, cet universalisme est européen-centré, tout comme Amsel est européen. C'est bizarre, mais bon, ça arrive. Par une farandole de particularisme non universalisable. Cependant, Bachir est loin de considérer avec Rorty, et Rorty a été évoqué avant-hier aussi par Philippe Van, qu'il n'y a pas de critères objectifs pour critiquer les autres sociétés parce que ces sociétés sont des totalités fermées ne pouvant se juger de l'extérieur. De ses premiers écrits, où Bachir a défendu un droit transculturel de juger des pratiques culturelles d'autrui, à ses travaux actuels sur la traduction, Bachir estime au contraire que, certes, nous devons accepter la différence, mais que cette acceptation de la différence ne doit cependant pas nous amener à sanctifier des pratiques culturelles inacceptables, comme l'excision par exemple. Il y a un droit transculturel de juger des pratiques d'autrui parce que le respect d'autrui implique justement de postuler que c'est un être rationnel. Par conséquent, si ce qu'il fait est toujours justifiable dans un contexte, il n'est ni infaillible, ni imperméable à la critique rationnelle. Cette considération mène Bachir à un universalisme du décentrement, qu'il oppose à l'universalisme de surplomb. L'universel n'est pas imposé, mais résulte du fait de prendre de la distance, de connaître d'autres pratiques humaines, d'autres modes de vie et de les utiliser comme outils heuristiques et diagnostiques permettant de juger de la valeur de nos pratiques. En ce sens, Bachir n'est pas tolérant. Ce n'est pas un adepte du syncrétisme. Son islam n'est pas un self-islam à la Abdenour Bidar, un islam à la carte. Selon lui, la tolérance serait le fait d'accepter ce que lui reproche Amsel, à savoir, selon l'expression de Rorty, que le monde est un ensemble de bazar incompatibles dont il ne sert à rien d'essayer de changer l'agencement des uns en fonction des desiderata des autres. Au contraire, Bachir pense que ce qui justifie que nous acceptions et accueillions la différence est la double considération que d'une part nous pourrions avoir tort et d'autre part que les pratiques d'autrui, dans leur exotisme même, éclairent les nôtres en nous montrant le champ du possible. Pour que cela fût possible, encore faudrait-il que nous fussions ce que nous sommes de la manière la plus honnête possible. Et quand François a parlé de l'amitié pour Bachir, il a parlé de l'exigence qu'il y a dans l'amitié de Bachir. Il est un ami sévère. C'est cette acceptation de notre nécessaire authenticité qui mène Bachir à son projet actuel, qui, soit dit en passant, ne se révèle à lui que suite à un article qui semblait devoir être inconséquent de Jean-Godefroy Bidima. Ce projet est celui de la création d'un universel de traduction. Bachir affirme que la langue de l'universel n'est pas une quelconque langue adamique, mais le processus même de la traduction qui permet de se révéler, de trouver le vrai à travers les yeux de l'autre. Est vrai ce qui résiste à l'épreuve de la traduction, ce qui, par-delà les particularismes linguistiques et culturels, s'avère universalisable, acceptable par tout être pensant qui le considère avec honnêteté. Et ceci me rappelle un peu ce que disait Putnam en fait dans le dialogue avec Rorty. Et Bachir a été élève de Putnam justement, quoique pas sur les mêmes questions. Tout ceci ne paraît pas très mathématique, non? Ma thèse dans ce papier est qu'en fait tout ceci est de part en part mathématique. Bachir se découvre traducteur grâce à Jean-Godefroy Bidima. J'aimerais soutenir que dans sa philosophie de la traduction, qui semble subsumer tout ce qu'il a fait, hormis ses travaux de logique, ce qui s'exprime, ce qui se déploie n'est rien d'autre que la théorie mathématique des modèles. Bachir n'a, d'une certaine manière, pas fait le moindre progrès depuis ses premiers travaux sur Boole, sur l'algébrisation de la logique par Boole. Que reste-t-il donc des mathématiques chez Bachir? Je dirais la traduction, ou plutôt la théorie des modèles, qui est bien plus booléenne que frégéenne, et c'est ce qui explique qu'un booléen comme Bachir, s'y arrive,
tout naturellement, sans même s'en rendre compte quand il fait de la philosophie. J'espère avoir mis des témoignages à toi.